Nims Purja a 36 ans et il est né dans une famille très modeste au Népal. Nims est le cadet d'une fratrie avec 3 grands frères et une grande sœur. Son père était un soldat Gourkha. Les soldats Gourkha sont les soldats d'élite des armées britanniques et indiennes qui sont recrutés au Népal. Pour intégrer cette armée, il fallait passer une sélection très difficile. En grandissant, Nims sera lui aussi un soldat Gourkha pendant 6 ans. Et ensuite, il intégrera les forces spéciales britanniques. Alors là aussi, les sélections étaient très difficiles et donc pour y arriver, il s'entraînera durant 6 mois, tous les jours, en se levant à 2-3 heures du matin pour aller courir 20 km avec un sac à dos de 35 kg. Ensuite, il partait au travail la journée et après, il se rendait à la salle de sport jusqu'à 23 heures. Nims sera le premier Gourkha à intégrer les forces spéciales britanniques. Voilà, donc je voulais vous présenter Nims brièvement pour que vous puissiez comprendre un peu sa personnalité. Il est décrit par ses proches comme quelqu'un qui aime relever les défis et les réussir. Nims a un grand esprit de compétition. C'est quelqu'un de très déterminé, c'est un battant, et il est toujours rempli d'une grande motivation. En 2012, Nims se découvre une grande passion pour la montagne et l'alpinisme. Et ce qu'il aime tout particulièrement dans cette discipline, c'est le dépassement de soi, tant physique que mental. En 2012 et en 2016, il gravira 2 fois l'Everest. Voilà, il est vraiment passionné par cette discipline. Sa femme Sushi le soutient totalement dans sa passion malgré les risques, la dangerosité de ce domaine. Donc Nims est soldat dans l'armée britannique et en 2018, il se rendra à Londres, dans un centre d'altitude. Il passera des tests pour évaluer ses capacités physiques et mentales en conditions similaires à la haute altitude. Et là où des champions du monde de cyclisme d'endurance tiendront 90 secondes, Nims, lui, tiendra 3 minutes. Il a vraiment des capacités physiques et mentales très grandes. De là, en octobre 2018, il décide de prendre un nouveau tournant dans sa vie. Nims veut quitter l'armée et a un projet. Il veut gravir les 14 montagnes les plus hautes du monde. On les appelle les plus 8000 car vous l'aurez compris, elles font plus de 8000 mètres d'altitude. Alors il faut savoir que dans la tradition népalaise, c'est le fils cadet qui doit subvenir aux besoins de la famille. Son père est décédé il y a 4 ans d'un infarctus et leur mère est malade. L'armée apporte des revenus et il lui reste environ 6 ans à faire avant d'être à la retraite. Son frère Kamal va essayer de le convaincre de ne pas démissionner, mais Nims ne changera pas d'avis. Il quittera son poste à l'armée et les 2 frères seront en froid pendant plusieurs mois. Kamal trouvait que Nims était égoïste et surtout, il avait très peur pour son petit frère. Le projet de Nims était complètement dément et il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Nims ne veut pas seulement gravir les 14 montagnes, il a également l'objectif de le faire en 7 mois. Le record de l'ascension de ces 14 sommets est détenu par un Coréen. Il s'agit de Kim Jong-ho, qui lui avait mis 7 ans. Donc vous comprenez mieux l'ampleur de l'objectif de Nims. Tout le monde lui disait qu'il était fou et que c'était impossible. Sa femme, par contre, l'a toujours soutenu, depuis le début. Elle a toujours cru en lui. Nims est animé. Son objectif dépasse le simple fait d'être passionné par l'alpinisme. Il veut faire ça parce qu'il veut montrer à la terre entière de quoi l'être humain est capable et qu'il faut croire en ses rêves et en ses objectifs. Et autre chose l'anime. Nims est népalais. Et dans le milieu de l'alpinisme, les Népalais ne sont pas reconnus, pas mis en lumière comme les Occidentaux. Il veut être un exemple pour le monde et pour les alpinismes népalais. Il veut les représenter et leur donner l'espoir, la force de croire qu'un changement est possible. Il dira à ce sujet, je cite, « Si tous les alpinismes népalais et les gens les plus modestes me voient réussir ce projet, ils pourront se dire « ça peut être moi ». Nims a aussi une autre raison qui le pousse à ce projet, c'est qu'il veut faire ça pour sa mère qui est malade. Il veut lui prouver qu'il peut réussir et que c'est grâce à elle, grâce à tout ce qu'elle lui a apporté. Mais un problème se pose, Nims est inconnu dans le milieu de l'alpinisme. Il n'a aucun financement pour les expéditions et sa famille est très pauvre. Alors il contacte des sponsors, mais tous aussi le prennent pour un fou. Personne ne veut financer son projet. Alors il enchaîne les conférences pour faire connaître son projet, mais ça sera échec sur échec. Personne ne croit en son objectif. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous résumer pourquoi ce projet est aussi fou que ça. Et je précise tout de suite que je ne suis pas une professionnelle de l'alpinisme, je vous retranscris ce qui est expliqué dans le documentaire par Nims et par des professionnels du milieu. Donc s'il y a des personnes qui pratiquent l'alpinisme, il
Eh bien, n'hésitez pas à apporter des informations en complément dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir, tant qu'évidemment tout ça est fait dans le respect. Alors, partir à l'ascension d'une seule montagne de plus de 8000 mètres d'altitude demande déjà une très grande préparation, physique et mentale. C'est vraiment un véritable dépassement de soi. Quand on atteint les 8000 mètres, on appelle ça la zone de la mort. On respire 3 fois moins d'oxygène. Et les risques sont réels. Entre la météo, les avalanches, la température, la douleur physique, c'est vraiment un énorme effort qui est demandé au corps. Et mentalement, une seule erreur de décision, de jugement peut être mortelle. Il faut vraiment une grande maîtrise de soi pour avoir les capacités pour analyser dans des conditions extrêmes où le corps et le physique sont vraiment mis à très rude épreuve. Et malheureusement, les morts ne sont pas rares dans ces expéditions au risque. Voilà, donc Nîmes veut gravir ces 14 montagnes en 7 mois, là où le record est de 7 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, Nîmes veut atteindre les 6 premiers sommets au printemps, et cela n'a jamais été réalisé par personne avant dans le monde. Alors voilà pourquoi tout le monde le prend pour un fou, et pourquoi personne ne veut financer son projet. Mais Nîmes croit en son rêve, il croit en lui, et sa femme aussi. Ils vont donc décider tous les deux de réhypothéquer leur maison pour obtenir les fonds qui permettront de financer les expéditions. Le projet est composé de 3 étapes. La première est au Népal, d'avril à mai. Il prévoit de gravir donc les 6 premières montagnes, l'Annapurna, le Dhaulagiri, l'Everest, le Lhotse, le Makalu et le Kanchenjunga. La deuxième étape sera au Pakistan de juin à juillet. Les sommets à atteindre seront ceux du G1, du G2, du K2, de Broad Peak et de Nanga Parbat. Et enfin, la troisième et dernière étape sera entre le Népal et la Chine et se déroulera de septembre à octobre pour l'ascension des montagnes, le Manaslu, le Shoyu et le Shishapangma. Pour son projet, Nîmes sera accompagné par une équipe uniquement de Népalais. En tout, ils seront 5. Donc il y a Nîmes et 4 Sherpas. Mingma David, qui est présenté comme son bras droit, Geljen, Lakpa Dendi et Gezman. C'est vraiment une équipe très soudée, ils sont tous très motivés pour ce projet et ils s'entendent tous très bien entre eux, ils se considèrent même comme des frères. C'est un véritable esprit d'équipe, une vraie cohésion entre eux, ils se font tous confiance et c'était aussi une équipe un peu de bons vivants, on le voit beaucoup dans le reportage, très joyeux, bonne humeur, une très belle équipe. Comme personne ne croyait à son projet et que tout le monde lui disait que c'était impossible, Nîmes décidera d'appeler son projet possible. Nous sommes le 7 avril 2019. Ils sont au pied de l'Annapurna. Un alpiniste sur 4 meurt avant d'atteindre ce sommet. Et certains professionnels ont même déjà tenté sans jamais réussir. Parmi ces professionnels, il y a Don Bowie. Don a déjà tenté 5 fois l'ascension de l'Annapurna et 5 fois il a dû abandonner. Nîmes et son équipe commencent l'ascension de la montagne et ils croiseront justement Don, qui lui aussi est en train de la gravir. Ils feront alors le chemin ensemble. Les éclaireurs de Nîmes posent les cordes fixes pour les autres, et la progression dans la neige est très difficile, car il fait beau, et c'est donc beaucoup plus compliqué quand la neige est fraîche, surtout que parfois elle est si haute qu'elle atteint leur taille. C'est tellement dur physiquement qu'à un moment, Don voudra abandonner. Mais Nîmes y croit, lui, et il arrivera à insuffler cette motivation à Don. Il continue de monter, c'est toujours très dur, mais Nîmes lead son équipe et ne veut vraiment pas abandonner. Il est sûr qu'ils vont y arriver. Don est vraiment très impressionné par sa détermination. Et ils atteindront le sommet le 23 avril. À partir de ce jour, le compte à rebours est lancé. Nîmes a 7 mois et projet possible démarre. Ils redescendront ensuite au camp de base où ils passeront la nuit. Mais le lendemain, ils apprendront qu'un alpiniste d'une autre équipe était resté coincé en haut vers le sommet. Ils sont épuisés. Ils n'ont pas récupéré de l'ascension de la veille, mais malgré ça, Nîmes décide d'aller le chercher avec 3 de son équipe, Gezman, Mingma et Gelzen. Donc ils y retournent. Un hélicoptère les élitreillera jusqu'où c'est possible, et ils feront le reste à pied. Ils retrouveront l'homme vers 17h, qui est allongé sur le sol et qui respire à peine parce qu'il n'a plus d'oxygène. Ils réussiront à le ramener jusqu'au camp le lendemain. Et l'homme sera hospitalisé de toute urgence. Ils ont vraiment risqué leur vie pour lui. Le lendemain de leur ascension, ils y sont retournés pour sauver la vie de cet homme. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit de Nîmes et de son équipe. 10 mai 2019. Nîmes et ses coéquipiers entament maintenant l'ascension du Dhaulagiri.
La météo est plutôt clémente au début, mais après, très vite, le temps va changer. Ils affrontent maintenant une tempête de neige avec des vents très violents. Nims a des doutes. Et il dit à son équipe que s'ils veulent arrêter là, ils peuvent, qu'ils n'ont pas à risquer leur vie pour lui. Mais son équipe le suit et n'abandonne pas. Les sacs sont très lourds, entre les tentes, les bouteilles d'oxygène et tout le matériel, la progression est vraiment très difficile. Ils s'arrêtent pour la nuit, vers 21h, et continuent le lendemain matin. Et c'est enfin le 12 mai à 18h qu'ils seront au sommet du Dhaulagiri. Ils sont complètement épuisés, et Nims dira que c'était une des choses les plus difficiles qu'il a fait. Et quand on connaît son parcours de vie, on peut s'imaginer l'ampleur de la difficulté que c'est. Le deuxième sommet venait d'être atteint. 14 mai 2019. Ils sont au camp de base du Kangchenjunga. Il est 8h du matin et ils sont très fatigués. Ils ont peu dormi car la veille, ils ont fait la bringue pour fêter leur victoire du Dhaulagiri. Nims et son équipe sont comme ça, de bons vivants, mais ils restent quand même toujours très concentrés et professionnels. Pour le Kangchenjunga, il faut normalement plusieurs nuits avant d'arriver au sommet. Les alpinistes habituels font des pauses dans les camps qui se trouvent le long du parcours. Mais Nims et son équipe le feront, accrochez-vous bien, en une journée, d'une traite, sans s'arrêter, sans dormir. Principalement parce que la météo leur permettait seulement une courte fenêtre de temps. Et comme ils ont un timing à respecter avec les autres montagnes, ils n'ont pas voulu prendre trop de retard. Donc en gros, ils ont la gueule de bois, et ils réussiront cet exploit en une seule journée. Ils atteindront le sommet le 15 mai. Et là encore, à 100 mètres du sommet, en redescendant sur le chemin du retour, ils trouvent un alpiniste allongé dans la neige, complètement perdu et sans oxygène. Ils vont alors lui donner leur oxygène et ils contactent en même temps par radio les camps situés plus bas. Mais personne ne répond, personne ne vient les aider. Il fait nuit maintenant, ils n'ont plus d'oxygène et rester sur place peut clairement leur coûter la vie. Mais Nims ne veut pas abandonner l'homme. Il décide alors de rester avec lui. Malheureusement, les heures passent, personne ne viendra et il appellera sa femme Sushi dans la nuit pour lui dire « Il est mort dans mes bras, personne n'est venu nous aider ». Nims redescend alors, cette même nuit, et cela fait maintenant plus de 11 heures qu'il n'a plus d'oxygène. Arrive alors quelque chose de très dangereux. Il fait un OSHA. Un OSHA est un œdème cérébral de haute altitude. Les symptômes sont des vertiges, des troubles de la conscience et même un état délirant avec des hallucinations. On perd complètement la maîtrise de ses mouvements, de son mental. Nims est seul puisque ses coéquipiers sont très loin devant. Et il comprend aussi très bien ce qu'il se passe. Il a peur et il sait qu'il doit redescendre au plus vite sinon il risque tout simplement de mourir. Alors il essaye d'accélérer le pas et d'un coup au loin, il voit ce qui lui semble être comme un yéti, une forme, une grande forme, immense. Mais en fait, c'est un alpiniste, comme lui, victime d'un OSHA aussi. Et alors là, Nims réussit, je ne sais pas comment, à puiser dans ses dernières ressources physiques et mentales pour ramener l'alpiniste au camp avec lui. Donc en gros, depuis le début, ça fait 3 personnes, 3 autres grimpeurs qu'il croise, qu'il ramène avec lui, qu'il n'abandonne pas. Voilà, donc là j'ai encore trouvé ça complètement dingue. Et après cet épisode, pour la première fois, Nims confie dans le documentaire qu'il aura quelques doutes quant à la réalisation de ce projet. Et puis il était tellement vidé, un OSHA vous fatigue extrêmement. Et pourtant, seulement 2 jours après, il continue et il enchaîne. 17 mai 2019. L'Everest est le plus haut sommet du monde. Nims et son équipe arrivent sur place. C'est une montagne très fréquentée, beaucoup d'alpinistes s'y rendent pour tenter son ascension. Et c'est grâce aux Sherpas que c'est possible. Ces hommes d'origine népalaise qui balisent le parcours, qui posent les cordes fixes. C'est vraiment un travail très dangereux et qui n'est pas mis en lumière, regrette Nims. Les Sherpas n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Ce qui est, je vous le rappelle, une de ses motivations de son projet. Ce jour-là, il y a beaucoup de grimpeurs. En plus de Nims et son équipe, il y a environ 400 grimpeurs et 400 Sherpas. C'est une file d'attente inimaginable. Mais Nims et ses acolytes sont très rapides et ils dépasseront 95% des alpinistes qui étaient déjà sur place. Ils arrivent au sommet le 22 mai à 5h30 du matin. En redescendant, Nims prendra une photo qu'il postera sur ses réseaux sociaux. Cette photo sera partagée en masse et même relayée par de très grands médias internationaux comme le très célèbre New York Times. C'est à partir de là, de cette photo, que le monde commence à prendre connaissance du projet de Nims. Et c'est aussi à partir de ce moment-là
que dans le monde de l'alpinisme, on commence à entendre parler de lui. Une rumeur circule qu'un certain Népalais, un inconnu du milieu, avait un projet complètement fou et impossible à réaliser. Nims et son équipe vont ensuite enchaîner le Lhotse et le Makalu 8485 mètres. Avec l'Everest, il aura gravi les 3 montagnes en 48 heures. Cela n'a jamais été fait dans le monde avant lui. 3 montagnes à plus de 8000 mètres en 2 jours. C'était un record du monde. La première étape de projet possible était accomplie. 17 juin 2019. Nims et son équipe se rendent au Pakistan. Les montagnes qu'ils s'apprêtent à gravir font partie des plus difficiles d'accès au monde. Ils commenceront par le Nanga Parbat. De nombreux alpinistes sont décédés sur cette montagne. La montée fut très difficile et les images du reportage, les vidéos sont vraiment très impressionnantes. C'est à la fois de toute beauté et en même temps c'est très effrayant. Ils réussissent et ils atteignent le sommet le 3 juillet. Ils passeront la nuit sur place et le lendemain, lors de la descente, Nims glissera et dévalera sur une centaine de mètres à toute vitesse, sans pouvoir stopper sa chute. Il réussira à rattraper une corde in extremis. Ce jour-là, il a vraiment frôlé la mort. Et il explique dans le reportage qu'après cet accident, il a perdu un peu confiance en lui, qu'il a vraiment souffert psychologiquement, mais qu'en tant que chef, il ne doit pas le montrer à ses coéquipiers. Son équipe doit vraiment être portée par lui, portée vers le haut, et ils doivent avoir confiance en lui. Mais maintenant, vous commencez à comprendre qui est Nims, et malgré cet accident, il enchaîne. Et ils réussiront avec succès, en 3 jours, les 2 montagnes suivantes, le G1 à 8080 mètres et le G2 qui allait jusqu'à 8034 mètres. Les voilà maintenant au K2. Le site est impressionnant. Au pied de la montagne s'étendent des champs de pierre. C'est presque lunaire, j'ai envie de dire. L'équipe de Nims arrive au camp de base et sur place, il y a déjà d'autres alpinismes, dont Gareth Madison et Klara Kulushova. Alors ce sont 2 grimpeurs professionnels et expérimentés, et ils ont tenté à plusieurs reprises l'ascension du K2, mais ils ont dû faire demi-tour à chaque fois. Ils ont essuyé 3 échecs, et donc ils ont le moral au plus bas. Le soir même, tout le monde fera la fête ensemble, donc encore une grosse fiesta, dans la bonne humeur. Et le lendemain, Nims motive tout le monde. Et il veut emmener avec lui Gareth, Klara et d'autres alpinismes avec son équipe. Il veut qu'ils réussissent tous ensemble. Et malgré leur appréhension, il réussit à les convaincre et à les remotiver. Il leur dit qu'il faut y aller ensemble et qu'il faut parfois prendre des risques pour faire bouger les choses pour soi. Nims décide de prendre le même chemin là où les autres ont échoué, mais en pleine nuit, à 1h du matin. À ce moment-là, la neige sera vraiment beaucoup plus dure et pour planter les cordes fixes, ça sera beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Mais il doute un peu quand même puisque les autres ont échoué plusieurs fois avant. Ils grimpent donc de camp en camp qui sont situés tout le long du parcours et le 24 juillet, ils atteignent le sommet du K2. Ils sont tous arrivés, tous ensemble. Et Klara et Gareth diront que c'est grâce à Nims et que même après, derrière lui, d'autres alpinismes réussiront à atteindre ce sommet en empruntant le même chemin que Nims. Voilà, donc le K2 est la 10e montagne. Il en reste encore 4. 36 heures plus tard, c'est au tour du Broad Peak. Et ils atteindront son sommet le 26 juillet. Nims et son équipe venaient donc de gravir les 5 plus hautes montagnes du Pakistan en 23 jours. Maintenant, il a confiance en lui plus que jamais. Malheureusement, le 27 août, il doit repartir à Katmandou, à l'hôpital, là où se trouve sa mère. Son état de santé s'est vraiment dégradé puisqu'elle a fait une crise cardiaque et les médecins sont très pessimistes. Elle est trop faible pour être opérée. Nims est alors au plus bas, il est vraiment très inquiet, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Sa femme le soutiendra, le remotivera, essaiera vraiment de lui remonter le moral et lui dira que sa maman était très fière de lui. Et 1 semaine plus tard, contre toute attente, sa mère se remet et récupère. Elle récupère assez pour pouvoir lui parler et elle lui dira de continuer son projet, qu'il devait absolument aller jusqu'au bout pour elle. Nous sommes le 13 septembre 2019. Ils sont au pied du Manaslu au Népal. C'est le prochain sommet qu'ils ont prévu d'atteindre. Mais 2 imprévus. Le premier, Nims apprend que l'autorisation pour grimper le Shishapangma sera refusée par le gouvernement chinois. L'accès à la montagne est interdit pour toute l'année 2019. Et le deuxième est que le Shoyu, la montagne qu'il devait faire après, sera fermée dans 1 semaine.
Du coup, ils n'ont pas le choix, ils changent de plan et ils partent immédiatement au Tibet pour se rendre au pied du Haut-Chaoyu. Ils atteindront le sommet le 23 septembre. Arrivé en haut, Nims pense beaucoup à sa mère et s'inquiète beaucoup. Après avoir atteint le sommet, ils n'ont pas perdu beaucoup de temps et ils retournent tout de suite au Manaslu au Népal. Ils réussissent et ils atteignent le sommet le 27 septembre. Nims est alors très heureux, mais il sait qu'il reste une montagne, la dernière, et pour le moment, il n'a pas l'autorisation pour son expédition. Il n'est donc pas sûr de pouvoir atteindre son objectif final. Mais vous connaissez Nims, il va se battre. Comme lui n'a pas réussi à obtenir cette autorisation auprès du gouvernement chinois, il va aller à la rencontre des politiques népalais, dont un ancien premier ministre népalais. Et il expliquera son projet, il expliquera que c'est important pour le pays et pour tous les Népalais. Et en même temps, il sollicite aussi les réseaux sociaux. Il lancera des appels à sa communauté en leur demandant d'écrire au gouvernement chinois. Ses abonnés partagent en masse et écrivent, et même la communauté d'alpinistes montre également son soutien à travers des posts, des photos, des vidéos. Et vous savez quoi? Ça marche. Le gouvernement chinois, voyant que Nims est soutenu par des gens du monde entier en masse, va accepter d'ouvrir la montagne pour lui et son équipe. Et là vraiment, on peut le dire, Nims a soulevé des montagnes. C'est vraiment ce qu'il a fait. Ils y sont. La 14e montagne à plus de 8000 mètres. Depuis 2014, personne n'a gravi ce sommet. La météo n'est pas de leur côté et leur ascension sera très difficile. Il y a un vent très violent. Nims et son équipe en bavent sérieusement. Ils sont même inquiets. Il y aura une avalanche tout près de leur camp. Mais personne ne veut abandonner, pas si près du but. Alors ils restent soudés et tous y croient. Et après un effort dont on ne peut pas imaginer l'ampleur, ils arrivent au sommet le 29 octobre. Nims a réussi. Projet possible est devenu concret. Ce projet que tout le monde disait impossible, il l'avait fait. Et pas en 7 mois comme prévu, mais en 6 mois et 6 jours. Au sommet, il appellera sa maman avec une radio et il lui dira « On a réussi ». Durant toutes ces expéditions, Nims et son équipe ont battu 6 records du monde de l'alpinisme. Il sera accueilli à son retour par la population, par les médias, mais bien moins que si cela avait été un alpiniste occidental. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Et quand je suis tombée dessus, forcément, j'ai immédiatement voulu la partager pour leur rendre hommage. Sa mère est toujours très malade, mais elle est très têtue et apparemment elle a du caractère. Donc elle a tenu, elle s'est battue pour pouvoir fêter la victoire avec son fils. Nims dira à son retour « On a rendu l'impossible possible en équipe » et il fera un très beau discours où il dira aux Népalais de rester unis. Il a ouvert la voie pour les autres grimpeurs népalais pour cette reconnaissance aux yeux du monde entier dans le domaine de l'alpinisme. Et je vous partage ces mots. Il faut toujours agir selon ses convictions, se poser la question. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que tu fais ça pour briller ou pour quelque chose de plus grand? Parfois, votre projet peut sembler impossible aux yeux des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible pour vous. Quand on lui demande « et après ?», Nims répond que c'est à peine le début et que la prochaine fois ils feront encore plus fort. Et en janvier 2021, Nims réalisera un autre exploit puisqu'il emmènera son équipe de Sherpas au sommet du K2, ce qui sera un nouveau record puisque c'était une ascension qui a été faite sans oxygène. Sa mère est décédée en 2020 et le documentaire, le reportage lui est dédié. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura transporté autant que moi. J'ai eu des frissons tout le long du reportage et je l'ai même regardé plusieurs fois. Nims, Migma, Geljen, Lakpa et Gezman méritent vraiment d'être mis à l'honneur. Ce qu'ils ont réalisé est incroyable et en plus, ils n'ont pas hésité à risquer leur vie pour sauver d'autres vies. Ceux qui ont Netflix, je ne peux que vous inviter à aller voir. Bien évidemment, pour une question de droit d'auteur, et ce qui est tout à fait normal, je ne peux pas vous partager des extraits de vidéos de ce reportage. Les images sont vraiment magnifiques et vous vous rendrez mieux compte de la difficulté de ces ascensions et vous aurez aussi un aperçu du fonctionnement des camps, des Sherpas, du rôle de chacun. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Mike Horn. Nims m'a fait penser à lui souvent
dans son caractère, dans sa motivation, et surtout quand il explique qu'il faut croire en ses objectifs, en ses projets, en ses rêves. Je trouve qu'ils ont des mentalités similaires, assez proches, pas uniquement au niveau du dépassement de soi, mais dans la façon, dans la vision des choses, dans l'approche. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Mike Horn. Il a une chaîne YouTube qui est super intéressante, avec des vidéos que j'adore personnellement. Je les trouve très enrichissantes. Donc si vous ne connaissez pas et que ce genre de thématique vous plaît, les explorations, les exploits presque surhumains j'ai envie de dire, et pourtant pas si surhumains que ça, je vous invite à aller faire un tour. Je vous mettrai en barre d'infos le site de Nymphs, et après il est aussi facile de retrouver ses réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette histoire, eh bien vous le savez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Donc voilà, en tout cas si mon travail vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me soutenir. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Bon courage à ceux qui travaillent et qui ne sont pas en vacances. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Salut!